plus responsable. Je me présente, aujourd'hui je suis votre hôte, Kelly Mapatano. Je suis actuellement étudiante en droit à l'Université de Genève, détentrice d'un bachelor en droit, et je m'apprête au mois de septembre à faire un master. En tout cas, bienvenue à tous et à toutes. Euh, Aujourd'hui, nous allons traiter d'un livre qui s'appelle Les femmes et le pouvoir par Mary Beard, archéologue, classiciste, enseignant à l'université de Cambridge. Alors, bonjour Madame Kelly Chito Mapatano. Et vous venez de présenter le livre que nous allons discuter avec vous aujourd'hui, en tout cas, intitulé Les femmes et le pouvoir, écrit par l'archéologue et classiste Mary Beard. Pourquoi avoir sélectionné ces livres, Madame Kelly Chito? Alors, la sélection de ce livre, on l'a faite en tout cas en tant qu'équipe pour plusieurs raisons. D'abord, il y a les différents contextes politiques actuels autour du monde, que ce soit en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis ou en Afrique. On constate que depuis une vingtaine d'années, de plus en plus de femmes accèdent à des positions régaliennes. Ça peut être ministre de la Défense comme une Michel Alliot-Marie, oui. Ou alors ça peut être briguer quasiment les postes de présidence comme Hillary Clinton. Ou alors on a vu récemment aux États-Unis une Elizabeth Warren qui malheureusement n'a pas eu de la nomination. Une Kamala Harris. Ou encore on a aussi le poste de chancelière en Allemagne avec Madame Angela Merkel qui est à cette position depuis presque 20 ans. Donc il y a ça, c'est le premier point, c'est les femmes prennent de plus en plus d'initiatives pour devenir adopter des positions régaliennes, des positions qui avant étaient, disons, limitées aux hommes. Ensuite, il y a aussi un deuxième point qui est beaucoup plus social, c'est celui des différents mouvements, des différentes vagues féministes, qui depuis, on va dire, depuis 2016, se voient requinquer, entre autres à cause de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Beaucoup de femmes y ont vu une remise en question des acquis sociaux, avec un président qui se montrait, disons, peu favorable à des choses comme l'avortement, qui remettait en question aussi l'égalité salariale, voire même le droit à un congé maternité, des différentes questions qui affectent les femmes, qu'elles soient conservatrices ou libérales. Beaucoup de femmes ont vu un cas dans l'accès au pouvoir par cet individu-là comme une atteinte à leur identité féminine. Finalement aussi, il y a aussi la plus forte, tout simplement la plus forte participation des femmes dans les différentes sphères de la société. Elles sont de plus en plus nombreuses à devenir professeurs, à devenir cadres, à devenir avocates, à devenir médecins. Et donc, on ne peut plus, elles adoptent des positions qui aussi avant étaient considérées comme essentiellement masculines. On voit donc une féminisation de différents métiers qui amène aussi à une reconsidération des femmes avec ce qu'on appelle le pouvoir. D'accord. Donc, réconsidération des rapports que les femmes désormais doivent avoir et devront avoir, hein, si je comprends bien votre réflexion, avec les pouvoirs. Donc, euh, alors, quelle est la position adoptée par Mary Beard quant à cette relation entre les femmes et les pouvoirs aujourd'hui et peut-être même par le passé, hein? On ne sait pas si le monde a commencé aujourd'hui ou c'est une évolution. Alors, merci pour la question. C'est très important de dire que le rapport des femmes au pouvoir, ce n'est pas juste une question contemporaine, c'est une question qui, en tout cas, est bien plus longue et qui commence à l'inception même des sociétés modernes, si on peut dire. Et quand je dis moderne, ça signifie bien les sociétés même où on commence à faire l'agriculture, où on commence à écrire. Dans ce livre-là, Les femmes et le pouvoir, Mary Beard fait le choix de faire une historiographie, en fait, historiographie du rapport des femmes en Occident plus particulièrement. Elle ne prétend pas être une spécialiste de la condition féminine d'un point de vue international, que ce soit les femmes africaines ou latino-américaines. Elle se concentre bien plus sur les femmes en Occident. Et donc, si on fait une historiographie du pouvoir féminin en Occident, ça implique directement qu'on doit remonter
à la source première de la société occidentale, qui n'est non pas le christianisme, contrairement à ce que beaucoup de féministes aujourd'hui aiment dire que la société occidentale commence, disons, avec le christianisme, en ce qui est l'an zéro, Oui. mais en fait, la société occidentale commence bien plus tôt, ça signifie avec la société romaine, les républiques romaines, même avant la république romaine, on a un empire romain, et avant même l'empire romain, on a les républiques athéniennes. Donc Marie Berd, elle fait un constat, elle commence à dire, moi, mon centre d'intérêt à moi, c'est parler de l'histoire des femmes, le rapport des femmes au pouvoir, dans ce qui est l'inception de nos sociétés, c'est l'Antiquité. Donc elle va s'intéresser à l'Antiquité gréco-romaine, et elle fait un constat, disons, qui est très clair. Elle le fait en prenant l'outil des textes, même des mythes romains à la base. Elle commence par le mythe même qui fonde la société gréco-romaine, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Enfin, l'Odyssée, c'est un des récits qui nous reste et qui est le plus connu. Et dans l'Odyssée, c'est quoi? C'est l'histoire de Ulysse qui part à la guerre de Troie et qui laisse sa femme et son fils Télémaque dans sa ville athénienne. Et dans cette Odyssée, ce qui est important à retenir, c'est que on a une première manifestation historique, une première trace historique de comment est-ce que la femme, le pouvoir féminin est conçu dans la société grecque et plus tard dans la société romaine, puisque les Romains vont se fonder finalement sur la société grecque. Oui. Le pouvoir ne peut pas être féminin. Ça, surtout quand en Grèce, le pouvoir commence d'abord par la parole dans l'espace public. On a le premier exemple, c'est lorsque Pénélope, donc l'épouse d'Ulysse, se retrouve reine de la ville de son mari. Elle ne peut pas aller n'importe comment dans la foule du palais, quand bien même elle est reine. On constate que c'est son fils, Télémaque, qui à ce moment-là n'est pas un adolescent, qui est sans doute âgé juste d'une quinzaine d'années, qui arrive à dire à sa mère, « Mère, lui dit-il, retourne dans tes appartements, reprends tes travaux, ta toile, ta quenouille. Discourir est l'affaire des hommes, de tous les hommes, mais surtout de moi qui détiens le pouvoir de cette maison. » On voit là, dans cette phrase-là, ça cristallise bien la représentation que les Gréco-Romains ont d'une femme et de sa position dans l'espace public. Une femme, quand bien même elle est majeure, et quand même elle est mère, et quand même elle est beaucoup plus âgée qu'un garçon, face à ce garçon-là, dans cette maison-là, dans l'espace public, elle doit s'effacer, elle doit se taire. Et ça, c'est le commencement d'une longue tradition occidentale du silence des femmes. C'est le mythe. Ulysse, c'est le début du mythe de l'homme, mais aussi, par effet de miroir, ça devient aussi le début du mythe de la place de la femme dans la société romaine. Et c'est vraiment cette position-là que Marie Berd va poser. C'est le premier axe, disons, du livre. C'est ancré autour de comment le silence de la femme, la répression de la parole de la femme dans la culture occidentale. Et finalement, on comprend bien avec cet exemple-là de Pénélope qui se fait silencer par Télémaque. C'est aussi d'autres femmes qui se font silencer de différentes manières, comme on va l'expliquer bien plus tard. C'est le début du silence de la femme. Le silence de la femme commence avec l'Antiquité romaine et gréco-romaine et pas avec le christianisme. Alors, c'est très intéressant de poser la question du silence, mais aussi de la parole. Mais peut-être on y reviendra plus sur le silence aujourd'hui, et aux paroles aujourd'hui, si vous voulez. Mais quand même, revenons à ce silence féminin dans la culture gréco-romaine. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Vous pouvez donner un peu plus de détails, un peu plus des questions de critique aussi. Hein. Est-ce que c'est vraiment si silencieux que ça, même dans ce contexte gréco-romain où on voit que on veut confiner la femme au domestique, à la maisonnée, mais la femme politique gréco-romaine ancienne, est-ce qu'elle est si silencieuse que ça? Alors c'est très intéressant que vous me posiez la question, est-ce que la femme gréco-romaine, elle est si silencieuse que ça? Et j'ai envie de dire oui, et à la fois non. Du moins de dire oui, elle est silencieuse, mais
assez étrangement, on lui laisse encore une part de parole. Oui, elle est silencieuse dans quel sens? On le voit, il y a plusieurs mythes qui fondent donc les sociétés romaines. On a d'abord le texte des Métamorphoses d'Ovide, qui est une anthologie de mythes et d'histoires qui retrace, disons, les aventures de différents dieux gréco-romains, qu'il s'agisse de Zeus, d'Hadès, d'Aphrodite, etc. Quelle est la particularité des métamorphoses d'Ovide? C'est la création de mythes, c'est la création de principes, mais c'est aussi avant tout des histoires de violence où des hommes, des individus de sexe masculin, Oui. se forcent sur des femmes. On a le parfait exemple avec Io, qui est une nymphe dont Jupiter, Zeus, tombe amoureux. Et Zeus, il s'avère qu'il est marié, il ne peut pas normalement prendre une épouse, enfin, il a déjà une épouse donc il ne peut pas tromper cette femme. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va se forcer sur Io, pour le dire de manière très polie. Et après, lorsqu'Io souhaite parler, raconter son viol, qu'est-ce que Zeus fait? Zeus transforme Io en vache. Et il la transforme en animal de sorte qu'elle ne puisse pas raconter ce qui lui est arrivé. Et même l'aspect plus pervers, c'est que cette vache, Io devenue vache, Zeus se permet de l'offrir à sa femme Junon. Comme une sorte de cadeau pervers, un peu. Io, tu souffriras maintenant tu souffriras toujours ta condition animale et tu souffriras d'avoir voulu parler ton viol, d'avoir voulu faire une réalité de la violence dont je t'ai fait. Il y a aussi un autre exemple aussi de la manière dont on considère le silence féminin. C'est que il y a un autre exemple, en parfaitement du silence féminin, c'est quoi? C'est celui de femmes violées. Si la femme violée, on a l'exemple de Jupiter qui l'a fait taire en la transformant en animal, on a des exemples aussi bien plus radicaux de ce silence-là, puisqu'on a l'exemple d'une Philomèle, qui est une jeune femme, qui se fait violer par le héros Thérée, et Thérée, pour la faire taire, lui coupe la langue. On va jusqu'à couper la langue d'une femme. Ça signifie que, encore une fois, quand même c'est son corps qui est meurtri, quand même c'est son corps qui a souffert, la culture grecque ne veut pas qu'elle parle, et donc on la fait taire de différentes manières. Maintenant, si on les fait taire physiquement, assez étrangement, la culture antique laisse encore un espace pour les femmes pour parler. Ça peut sembler presque dichotomique, un peu un oxymoron, mais c'est une réalité et vous allez comprendre sans doute l'oxymoron dans cet espace de parole qui est laissé aux femmes. On constate que on a horreur des femmes qui parlent, qu'une femme qui ose parler, elle est soit traitée d'être une femme androgyne, parce qu'elle s'accapare un artifice masculin, parce qu'elle parle, ou alors, une femme qui parle trop, c'est une femme qui est effrontée, une femme qui est, disons, presque hystérique, une femme qui n'est pas contrôlable. Donc elle est soit elle est androgyne, on la masculinise, soit elle est folle, soit encore on va même des fois jusqu'à la traiter d'imbécile, d'animal. Donc la dénigre de la plus belle, d'une manière encore plus énorme. Et lorsqu'on laisse parler les femmes, on les laisse parler dans la culture gréco-romaine juste dans deux terrains. Il semblerait, il s'agit soit de se défendre en tant que victime, on lui laisse le droit de parler pour parler au tribunal, pour plaider sa cause, accuser, ou alors on la laisse parler en tant que femme lorsqu'il s'agit de défendre la cellule familiale, lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de ses enfants, de défendre son mari qui est peut-être accusé à tort par un autre, par un homme concurrent dans la ville, etc. C'est vraiment ces deux pans qui sont laissés, soit pour se défendre en tant que victime, soit pour parler en tant que mère de famille. Et on voit donc bien la position qui est donnée aux femmes dans la culture gréco-romaine. Elles sont soit victimes, ou alors elles sont uniquement mères au foyer, femmes du foyer. Mais cette condition est trompeuse. Il ne faut pas voir dans ces espaces
qui sont laissés aux femmes pour parler comme un moment de libération. Ça n'en est pas un. On cantonne tout de même les femmes à un rôle extrêmement limité. Un autre exemple aussi du mépris de la parole féminine, c'est que d'autres genres, des Cicérons et d'autres orateurs comme Sallust, ont poussé les idées que un homme bon, c'est un homme qui sait bien parler. Et donc, qu'est-ce que ça signifie bien parler? On a différents auteurs, enseignants, orateurs, qui disent qu'un homme qui parle bien, c'est un homme qui a une voix qui est grave et qui est posée. Ainsi, on comprend que par opposition, un homme qui parle mal, c'est un homme qui a une voix qui est aiguë, et qui a une voix aiguë, c'est les femmes. Le pouvoir ne peut pas être donc l'appareil des femmes. Apparemment, tant biologiquement que socialement, comme les Grecs conçoivent leur société. Et je pense que ça dit bien tout. Et on voit aussi au travers de l'histoire, une fois qu'on a les Romains, la période romaine qui passe, il y a toujours des stigmates, des restes de cette vision d'une femme qui, si elle parle trop, elle est androgyne, ou si elle parle trop, elle est folle. Un des exemples au cours du Moyen-Âge, c'est, on peut dire en même temps moderne, c'est celui d'Élisabeth Ière, qui est reine d'Angleterre, une des reines ayant eu, la reine ayant eu le règne le plus long en Europe, après celui de son arrière-petite-fille aujourd'hui, Élisabeth la deuxième, qui porte bien son nom, il faut le dire. Oui. Élisabeth la première, elle dit la phrase la suivante en 1588. Lorsqu'elle fait face à l'armada espagnole, elle dit je sais que j'ai le corps faible d'une femme, mais j'ai le cœur et l'estomac d'un roi, et d'un roi d'Angleterre en plus. Là, on soit bien donc que la force n'est pas l'appareil d'une femme, le pouvoir n'est pas l'appareil d'une femme, et une femme qui est en position de pouvoir ne peut le maintenir que si elle sait se masculiniser, si elle sait devenir androgyne et revêtir des discours et un langage, discours et embrasser, disons, une logique masculine. Je pense que oui, cette histoire-là reste. Et assez même étrangement, aujourd'hui encore, les plus grands discours de femmes qu'on retient de femmes, malheureusement, on ne retient pas souvent les discours politiques des femmes, mais on a tendance à retenir les discours politiques que les femmes ont faits dans le cadre de domaines typiquement féminins. Ça peut être celui de Hillary Clinton, qui avait prononcé un très bon discours à Pékin, mais c'était un discours qui était lié à la place des femmes dans la société, les droits qu'il fallait leur conférer. Ou encore, on a aussi le discours de l'abolitionniste américaine et ancienne esclave, Sojourner Truth, qui écrit le discours Ne suis-je pas une femme? Et l'argumentaire qu'elle utilise, ce n'est pas peut-être pas un argumentaire qui se concentre autour de sa condition d'être humaine, disons que je suis une femme dotée de droits, etc. Mais l'argumentation de sa féminité, elle le fait en disant mais j'ai porté des enfants, j'ai crié comme une autre femme blanche, ma maternité me définit en tant que femme. Non pas qu'il s'agisse qu'on veuille nier l'impact de la maternité sur la féminité, mais limiter les discours féminins historiques à ceux en lien avec la maternité, limite la possibilité des femmes à se reconnaître dans le pouvoir. D'accord, on va y revenir, mais si je comprends bien, les silences féminins, les silences de la femme, à travers l'Antiquité, les cultures gréco-romaines, vous avez essayé de montrer aussi qu'au temps moderne, ce silence-là est toujours demandé, la femme doit se féminiser, se masculiniser de trop pour exercer les pouvoirs qui parfois exercent parfois trop bien même plus que les hommes, ce qui n'était pas nécessaire de rester si silencieux que ça. Mais alors, quel est le deuxième axe autour de ces livres? Quel deuxième axe Marie Berde aborde dans ces livres, et
comment vous pouvez oui, nous résumer cela avec un peu plus de détails quand même. Ouais. Alors, dans le premier axe, comme je l'ai expliqué, Oui. Mary Beard se concentre sur l'historiographie euh, du, de la parole des femmes dans la société occidentale. Oui. Dans la deuxième partie de son manifeste, elle regarde bien plus la position les femmes dans des positions de pouvoir. Et elle commence cette deuxième partie du livre en citant un roman qui était très connu au cours du début du XXe siècle, qui s'appelle Her Land, donc le pays d'elle, le pays de la femme. Et la particularité de ce Her Land, c'est que c'est un récit utopique où où les femmes vivent entre elles, les femmes enfantent sans hommes, elles ont trouvé un moyen Oui. de procréer sans avoir à utiliser de gènes masculins. Elles y vivent paisiblement, il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de problème d'inégalité. C'est une utopie où tout va bien. Oui. Mais cette utopie, donc dans le Herland, se voit perturbée par l'arrivée de trois hommes trois hommes explorateurs qui découvrent cette nouvelle terre et qui soudainement questionnent l'idéal de ces femmes. Comment osent-elles faire une vie sans homme? Ne leur manque-t-il pas quelque chose? Et c'est lorsque la chef du Herland s'éprend d'un des aventuriers que cette société fictive soudainement semble se rendre compte du mal qu'elle se fait à elle-même en n'ayant pas d'homme à l'intérieur de cette société. Ainsi, ce roman-là déconstruit ou du moins plante l'idée, la graine, qu'un monde dirigé par des femmes, un monde où des femmes dirigent, un monde où des femmes arrivent à créer le bien-être, c'est un monde qui se passe de l'intelligence des hommes. C'est à peu près ce que le roman semble dire. Et aussi, vous lirez le roman si vous le voulez, mais pour même conclure et clore cette idée-là du livre, de Herland, c'est que à la fin, la chef de cette communauté d'Amazon, on peut les dire appeler Amazon, cette communauté d'Amazon se trouve enceinte d'un garçon. Et on s'arrête là-dessus, mais on pressent la fin que le Herland deviendra Our Land, notre pays, un pays où les hommes ont leur place. C'est une fiction, mais c'est cette fiction qui date du début du XXe siècle et le témoignage sans doute de la crainte de beaucoup d'hommes, parce qu'au moment où le livre sort, c'est au moment où il y a le mouvement des suffragettes au travers des États-Unis et de la Grande-Bretagne, cette crainte que les hommes avaient que si les femmes s'emparent du pouvoir, elles vont effacer les hommes, elles vont les détruire, elles ne voudront plus d'hommes. Quand en réalité, ce n'est peut-être pas là le but du pouvoir féminin. Mais alors, qu'est-ce que ce livre nous dit Qu'est-ce que ce livre montre, le Herland? Ça montre réellement qu'il y a une crainte du pouvoir des femmes, mais aussi il y a sans doute une certaine misogynie des hommes dans leur conception des femmes avec le pouvoir. En effet, il semble, le livre du Herland montre que c'est inconcevable pour des hommes d'imaginer des femmes en position de pouvoir. Mais au-delà du Herland, dans nos sociétés contemporaines du XXIe siècle, il suffit simplement de regarder la manière dont on parle de femmes comme Angela Merkel ou Michelle Obama ou encore des Hillary Clinton. Elles nient leur nature de femme, on les traite de vaches, on se permet de questionner constamment leur position en tant que femme. Oui, mais votre mari, qu'est-ce qu'il en dit? Et votre mari qui porte la culotte? Des choses de questions-là. Et puis, il y a aussi même la question de comment est-ce que ces femmes elles-mêmes se représentent en tant que politiciennes. On le voit bien qu'il y a cette tension cette tension, du moins cette misogynie, ou du moins cette crainte d'être vue comme faible en tant que femme, si elle existe chez les hommes dans leurs commentaires, elle existe, comme j'ai dit, chez les femmes, dans la manière dont elles se présentent. Elles se présentent comment? Elles se masculinisent elles aussi. Vous remarquerez entre autres que beaucoup de femmes politiciennes ne sont pas les dernières créatures de la mode, elles ne sont pas celles qui suivent les défilés Chanel, Dior et autres, mais elles ont toutes adopté l'uniforme très terne, il faut le dire,
du tailleur pantalon noir, gris, et à l'occasion avec un morceau de couleur bleu ou jaune. Qu'est-ce que ça dit comme tactique? C'est Ça signifie ridicule. qu'il y a il y a ce rejet de la féminité parce que c'est l'apanage, de pouvoir se soucier d'accorder des couleurs, c'est typiquement féminin et on n'a pas le temps, on aurait du moins pas le temps en tant que femme de pouvoir avec beaucoup de responsabilités de chercher à accorder des couleurs et à se prélasser, semblerait-il, dans des passe-temps féminins. Euh, il y a aussi, je le disais, il y a la manière dont elles se présentent en tant que dans leurs vêtements. Il y a aussi les expressions qui restent aussi dans nos sociétés qu'on utilise lorsqu'on parle de femmes et de leur accès au pouvoir, à des sphères du pouvoir. Ainsi, on parle souvent de il faut briser un plafond de verre, comme si c'était inatteignable et comme s'il y a quelque chose qui nous retenait quelque part, ou il n'en avait pas des ailes, ou encore il y a des articles où on arrive à dire les femmes prennent d'assaut le ministère de la Défense. C'était un article qui était paru dans la BBC. Elles prennent d'assaut le ministère de la Défense, la police et l'église. Comme si imaginer une femme policière, c'était soudainement une révolution, alors qu'on a établi on a établi dans nos lois, dans nos constitutions, qu'il y avait une égalité innée entre hommes et femmes. Cette idée-là d'une femme qui se masculinise, qui nie sa féminité, qui prend d'assaut, Marie Beard montre bien que ce n'est pas une création contemporaine, mais elle nous renvoie à un mythe en particulier, c'est l'Agamemnon d'Échille, qui date de 458 avant Jésus-Christ, donc vous verrez bien, voyez bien avant le christianisme, et qui pose en tant que anti-héros, anti-héroïne en tout cas, Clytémnestre, qui est l'épouse d'un roi d'Agamemnon, partie au combat, et qui, dès qu'elle commence à avoir du pouvoir, se masculinise. Les Grecs utilisent même le terme d'androboulon, un mot qui est difficile à traduire avec exactitude, mais qui signifie quelque chose dans le sens de avec l'attitude d'un homme, avec la résolution d'un homme. Clytémnestre, en tant qu'épouse, ne peut avoir le pouvoir que si elle adopte des codes masculins, que si elle se grime en homme. Et de manière peut-être même aussi assez hilarante, la description physique même qu'on a fait d'elle et qu'après aussi les peintres classiques ont repris d'elle, c'est celle d'une femme un peu androgyne, aux traits, disons, très lourds, très gras, la mâchoire vive, un bras qui est fort comme celui d'un boxeur, des traits qui sont peu flatteurs, une taille haute. Alors qu'avant, on la dirait comme une femme de taille normale. Soudainement, dans le livre, dans le mythe, elle apparaît comme soudainement étant une femme presque amazone. On voit donc bien que cette masculinisation de la femme, ce rejet des attributs féminins, des cultures féminines pour avoir le pouvoir, est ancré dans nos sociétés contemporaines à cause des mythes antiques. Euh, Mary Beard, si elle se concentre sur la masculinisation des femmes, et donc des femmes pour atteindre le pouvoir, elle n'est pas de celle, elle n'a pas le discours en tout cas actuel de cette vague, cette cinquième vague du féminisme, qui est en train de nier les différences sexuelles et sexuées, qui refuse d'avoir des femmes et des hommes, et que tout le monde finalement peut être ce qu'il veut. Mary Beard est finalement en train de dire, mais vous savez quoi, historiquement les femmes existent, on existe biologiquement, on existe historiquement, et elle refuse d'être de celles qui vont nier leur féminité pour atteindre le pouvoir. Bien au contraire, elle dit la résolution notre guerre identitaire entre hommes et femmes et le rapport des femmes au pouvoir, elle n'arrivera d'abord que si on arrête de vouloir faire des femmes des hommes pour qu'elles accèdent au pouvoir, mais aussi si les femmes elles-mêmes embrassent leur féminité, embrassent leur attitude, embrassent leur comportement et euh, usent de leur talent, disons, on peut dire historiquement féminin, disons leur capacité à avoir de la compassion, leur capacité à être dans la discussion pour créer des mouvements de changement. Elle montre bien finalement la force des femmes dans le changement, dans leur aptitude à créer des mouvements de changement, avec un des derniers mouvements sociaux
virulent, vous avez entendu parler au cours de ces dernières semaines, c'est le mouvement du Black Lives Matter. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Black Lives Matter n'est pas un mouvement qui a été porté par des hommes, mais un mouvement qui a été créé par 3 femmes noires, 2 avocates et une responsable de marketing, si je ne me trompe, qui ont dit assez, mettons notre expérience, notre compassion, notre intelligence au service d'une cause. Alors, qui sont ces femmes? Pouvez-vous Elles ont leur nom: donner leur nom, s'il vous plaît? Alicia Garcia, Patrice Cullors et Opal Tometi. Ce sont 3 femmes qui, si vous les voyez physiquement, si vous faites vos recherches, elles ne sont pas dans l'émulation de l'homme, que ce soit dans leur discours ou dans leur apparence physique, bien au contraire, elles embrassent leur féminité et elles font le choix de faire de leur force féminine une force. L'empathie, la compassion, le dialogue sont des instruments qui aujourd'hui servent à, comment dire, qui servent à disons, euh, combler les vides du passé, à adoucir les peines. Mais clairement, ce mouvement-là, Black Lives Matter, est un des mouvements les plus influents des 20 dernières années et montre bien que ces caractères dits féminins sont finalement des caractéristiques, des thèmes qui peuvent nous servir à bâtir une société plus juste, une société beaucoup plus en accord avec les idéaux présentés dans nos constitutions. Je ne sais pas si vous... Est-ce qu'il vous reste d'autres choses à dire avant que je vous pose une avant-dernière question? Je ne sais pas. Ce qu'il me reste à dire peut-être, c'est... qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, Madame Marie Beard, dans ce manifesto, si dans les 2 premières parties, elle s'est beaucoup concentrée sur une analyse du rapport des femmes au pouvoir, Oui. à la fin, dans la postface du livre, elle fait quelques réflexions sur maintenant la manière dont les femmes se saisissent du pouvoir et en plus particulier même la question du viol féminin dans nos sociétés. Elle nous rappelle d'abord les mouvements MeToo qui sont arrivés. MeToo, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, c'est le moment où des femmes, d'abord dans les industries du cinéma et de la musique, décident d'accuser, de briser le silence et de mettre en accusation les différents hommes exécutifs qui auraient abusé de leur pouvoir en demandant des faveurs sexuelles pour faire avancer leur carrière. Maintenant, Madame Beard, fait une critique assez très intéressante qui, pour ma part, je trouve, manque au débat dans MeToo. Elle rappelle finalement que si les femmes veulent être entendues, il ne s'agit pas de faire un hold-up judiciaire et soudainement taire la parole de tous les hommes et faire de la parole des femmes l'évangile et l'évangile est tout ce qui doit être dit. Non, elle dit bien au contraire, en tant que femme, si on veut que nos mouvements sociaux, nos mouvements d'indépendance, nos mouvements d'égalité réussissent, il convient certes de parler, mais surtout d'abord de parler juste, de parler de manière intelligente et de ne pas retomber peut-être dans le piège de la survictimisation où toute femme est automatique. Une femme victime est une femme qui est victime et qui ne peut pas se défendre, mais bien au contraire, il faut aussi il faut oser prendre le courage de se faire confronter dans